Alors, maintenant vient le temps de vous présenter le document, mais en format présentation. Dans le fond, si vous avez écouté la vidéo précédente, ben, c'est la présentation officielle du sujet. Vous avez le document quand même en PDF pour le consulter puis y réfléchir, mais de vous le résumer dans une présentation, je pense que ça peut être intéressant. Donc, l'outil en action. OK? Là, dans le fond, je vous présente Claude Code, mais dans un contexte pédagogique. Donc, je vous ai fait une démonstration dans l'autre vidéo, mais je vais vous résumer un petit peu les choses que j'ai dites dans la vidéo, mais il y a des choses aussi que je tiens à rajouter, là, surtout en ce qui est trait aux limites et au potentiel pédagogique, chose que j'ai moins abordée tantôt. Bon, l'outil en action, je veux vous présenter dans le fond le côté terminal euh, et le côté extension VS Code. C'est pas pareil, ils n'ont pas les mêmes intégrations. Là, c'est sûr que je ne vous ai pas fait de démonstration d'extension dans VS Code, mais avec les autres vidéos que j'ai faites, je pense que vous comprenez un petit peu. Puis l'objectif aussi, moi, c'était pas de tester Visual Studio Code, c'était plus Cursor. Dans Cursor, il y a l'extension aussi. Euh, fait que, c'est quoi Cloud Code? J'en ai pas parlé tantôt, mais là, je vous en parle officiellement, OK? C'est un assistant de programmation agentique. Bon, là, on dit programmation, mais on peut faire plus que ça. Vous avez vu, là, j'ai fait la création de PowerPoint. C'est la compagnie Anthropic qui est en arrière, bien évidemment. OK? Ça, c'est son principal rôle. OK? Ça comprend le contexte complet du projet. C'est que quand on démarre un Claude à l'intérieur d'un dossier, ben, il va comprendre tous les fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier-là, il va aller les lire, il va les mettre dans son contexte. Ça, c'est intéressant. C'est pas juste on envoie un fichier avec une intelligence artificielle. C'est l'ensemble du dossier qui est compris par l'IA. On peut naviguer, on peut modifier et tester le code directement dans Cloud Code. On pourrait dire lance les tests, puis ça va fonctionner. On pourrait dire hey, fais-moi un NPM run dev, il va le faire aussi, il va lancer le serveur, il va tout faire. Bref, tout ce qui est en Command Line Interface, ça se fait. Bon, les commandes sont en langage naturel, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître du Bash ou toutes les commandes d'NPM. On peut carrément y dire. C'est que si on dit lance mon projet, il comprend que c'est un projet dans la vue, il est capable d'aller lire package.json, il va vous faire un beau NPM render. C'est ça qui est vraiment le fun. Ensuite, il y a deux modes. Il y a le terminal puis l'extension VS Code. Dans le terminal, ben, vous allez voir, là, je vais faire des parallèles tantôt, mais on s'entend que c'est moins visuel. Définitivement, puis l'extension est plus. On est à l'intérieur d'une idée. Ça requiert un compte anthropique ou une clé API. Là, je dis compte anthropique, mais un compte payant, parce que sinon, vous n'avez pas accès à Cloud Code. Puis, ou sinon, vous pouvez payer à l'utilisation avec une clé API, mais pour l'avoir testé un petit peu, parce que j'ai eu 28 crédits gratuits, là, ça brûle vite. Ça brûle vite. L'argent brûle vite. Bon. Maintenant, pour le mode terminal, on lance avec la commande Claude dans le terminal. Ben, si vous l'avez installé, là, je vais vous montrer tantôt comment l'installer. Bon, c'est qu'on lance ça avec Claude, ça part dans le terminal. C'est une interface texte, donc tout est des commandes. Il n'y a pas d'icône à cliquer ou de trucs comme ça. Tout se fait avec des commandes. L'intégration native avec NPM, Git puis Docker, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Il comprend toutes ces technologies-là. Il sait, si on dit fais-moi un commit avec tel message, il va le faire, il n'y a aucun problème, puis il va faire votre dit add puis votre dit commit là, comme vous voulez. Bon, exécuter des scripts, lance des tests automatiques. C'est possible de lancer des scripts bash, là, des .sh. Je l'ai testé aussi, ça fonctionne bien. De lancer des scripts Python. Ça, si vous avez écouté l'autre vidéo, vous l'avez vu. Donc, ça, c'est quand même deux fonctionnalités de forme. Sinon, on peut lancer les tests. Tout dépendant de la librairie de tests qu'on a utilisée, je peux dire, hey, lance-moi les tests dans mon application, puis il va faire un NPM run test, puis il va lancer les tests avec vitesse dans, dans un projet avec Vue. Bon. Ensuite, on a accès aux variables d'environnement et aux paths. Ça, je ne sais pas dans l'extension VS Code si on a vraiment le droit, mais définitivement, dans le terminal, on a le droit à ça. Donc, on peut lancer Python, puis bon. J'ai l'impression que j'ai un problème avec mon path d'environnement Python parce qu'il y avait l'air il y avait l'air de le chercher tard. Bon.
C'est idéal pour les démonstrations d'outillage en command line interface, bien évidemment. Donc, ça pourrait être un outil. Je ne l'utiliserai peut-être pas en système d'exploitation, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à montrer là, pour comprendre le terminal. Puis ça peut être aussi très pédagogique d'utiliser ça. On va parler tantôt. Pour des démonstrations, c'est le fun. Maintenant, pour l'extension VS Code, on l'installe comme n'importe quelle extension. Il va y avoir un panneau latéral intégré dans l'éditeur. C'est que là, le Cloud Code, au lieu d'être un terminal, c'est un panneau sur le côté, vous faites vos choses dedans. Il y a possibilité de voir visuellement les différences quand on modifie un fichier avec l'IA. Ça le fait aussi dans le Cloud Code, sauf que c'est plus intéressant, c'est plus interactif à l'intérieur de VS Code. Ça, définitivement, là, c'est mieux pour ça. Ensuite, on peut faire un commercial mention pour référer des fichiers et des dossiers. Vous l'avez vu, on peut le faire aussi avec Cloud Code. C'est juste que c'est plus flexible avec dans le champ de chat. Puis on peut référer plusieurs commerciales. Bref, on peut faire des choses assez intéressantes. Donc, c'est une grosse fonctionnalité quand même de l'extension. Ensuite, on peut faire plusieurs conversations simultanées. Là, vous allez dire, ouais, mais si j'ouvre 2 terminaux de Cloud Cloud, je peux le faire aussi, bien évidemment. Mais ce ne sera pas nécessairement simultané, puis je ne sais pas à quel point que les deux peuvent se parler à des terminaux Cloud. Il y a une nouvelle commande aussi dans le Cloud qui s'appelle /BTW pour by the way. Puis là, quand vous faites ça, vous pouvez faire des petites demandes là, en parallèle, mais c'est pas comme si on avait plusieurs tables. C'est vraiment ça, là. Dans l'extension, on peut avoir plusieurs tables et faire plusieurs demandes. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien faire une tâche complexe, puis une petite tâche on pourrait dire de visuel de correction. Comme ça, ben, ma tâche qui prend du temps, elle roule, puis après ça, mes petites tâches de correction se font à côté. Puis après ça, je valide ma tâche qui était complexe. Si tout est beau, OK, c'est beau. Je pourrais même à la limite faire un commit, puis après ça, je reviens puis je fais mes petites tâches. C'est quelque chose qu'on peut faire. Le mode plan, je voulais montrer, il existe aussi dans Claude, dans Claude CLI, sauf que le mode plan, il est plus interactif, il est plus facile à comprendre dans VS Code. Possibilité de répondre aussi en cliquant, c'est plus visuel. Bref, le mode plan est plus intéressant. C'est plus facile de demander de faire un fichier, d'extraire le fichier, de le copier dans notre répertoire de projet. Donc, c'est plus user-friendly. Il y a l'historique des échanges et compilation par onglet. Ça, c'est quelque chose qui est fun. Dans le command line interface, il faut remonter en haut. Des fois, on perd la conversation, tandis que là, il y a même la possibilité d'avoir un petit historique puis revenir sur une conversation qu'on aurait fermée ou qu'on voudrait rouvrir. C'est sûr que là, si vous fermez au complet votre VS Code, vous perdez cet historique-là, mais on comprend qu'on peut revenir 20 minutes plus tard puis on va voir notre onglet où est-ce qu'on était rendu. Bon. Maintenant, je vais faire un comparatif. Vous avez compris qu'il y a quand même des différences entre les deux, mais là, je vais y aller dans le plus concret. On va faire un comparatif entre les deux. Donc, on commence par le terminal, OK? Et, bien évidemment, le terminal a une interface texte épurée. Il y en a qui aiment ça comme ça. Bon. L'apprentissage des outils, c'est que là, dans le fond, il faut rouler toutes les commandes. Fait que oui, même si c'est un langage naturel, ben, des fois, il faut connaître les commandes. Puis si on voit passer un EPM, il faut savoir un peu c'est quoi, puis comprendre ça. Bon. C'est une bonne puissance démonstrative pour montrer des choses. C'est assez facile à comprendre. Donc, pour des démonstrations, c'est intéressant. L'intégration au shell direct, vous allez dedans votre Git Bash ou votre PowerShell, vous écrivez Claude, paf, ça part. Claude, il faut qu'il soit installé, mais à partir de là, c'est juste dans le command line interface. À la limite, on pourrait même installer Claude sur un serveur, mais je ne sais pas que ça serait une bonne idée. Rigueur et concentration. Dans le terminal, on se concentre sur une chose. Dans VS Code, on a tellement d'affaires à cliquer que des fois, on va aller faire telle affaire, on a tel fichier ouvert, on a notre arborescence, tandis que c'est plus facile d'être focus dans le terminal. Bon. Pour les extensions VS Code, ben, l'interface graphique intégrée, hein, bien évidemment.
Les dieux visuels, ça j'en ai parlé tantôt. La prise en main intuitive, normalement, n'importe qui connaît des extensions va être capable de comprendre pas mal. Puis l'interface, ça ressemble quand même beaucoup à celle de ChatGPT. Là. C'est un chat à texte, on écrit, puis après ça, il y a une discussion. Donc ça, pas mal tout le monde est capable d'utiliser ça. Bon, le contexte avec le commercial qui est plus flexible. Puis le confort, les fluidités, bon, ça va un petit peu avec la rigueur et la concentration, c'est que, étant donné qu'on se concentre juste sur une chose, ben, il y a moins de flexibilité de changer d'onglet, d'aller voir l'historique de ce qu'on a fait, de changer de fichier, d'aller vérifier un fichier en temps réel. Parce que dans Cloud Code en CLI, c'est dur d'aller voir deux fichiers ou d'aller voir le contenu d'un fichier puis bon, de l'analyser. Tu sais, c'est plus. C'est plus confortable, mettons, dans un unit directement. Bon, comment démarrer dans Cloud? Bon, ça, c'est la commande dans le terminal pour faire un npm install avec la commande. Bon, bien évidemment, si vous voulez cette commande-là, ça va planter. Il faut avoir une node d'installer aussi sur la machine. Là, je ne l'ai pas écrit dedans ma démarche, là, mais il faut installer Node. En installant Node, npm est disponible. Ensuite, l'extension, c'est sur le marketplace de VS Code. Vous cherchez Cloud Code, vous allez trouver. L'extension existe aussi pour Cursor. Bref, ça fonctionne. Ensuite, c'est le même modèle d'IA, même puissance, deux interfaces. Là, vous avez vu, là, dans le fond, on peut choisir, bien là, iQ, là, c'est pour, moi, je ne m'en sers pas, là, mais il y a le choix entre Opus et Sonnet, puis vous utilisez un ou l'autre. Il y a comme une espèce d'effort aussi là, qui peut être fait, là, mais sinon, c'est les deux modèles. Il n'y en a pas un qui est juste pour le Command Line Interface. Ensuite, la configuration de classe possible, permission, quota. Ça, c'est intéressant aussi. On peut mieux gérer ça. Puis, dans le fond, là, je vous l'avais montré tantôt, là, mais les quotas, c'était vérifié. Moi, c'est pour ça que je me suis fait un petit status line. Dans l'extension, il y a possibilité aussi d'aller voir dans les options l'utilisation aussi. C'est hebdomadaire puis mensuel, grosso modo. Là. Ah, puis il y a un total aussi aux 5 heures. Je n'en avais pas parlé. Là. Bon, 5 heures, le ratio, dans le fond, le quota d'utilisation de l'IA se réinitialise. Il faut bien utiliser nos 5 heures de travail. Bon. Donc, bien évidemment, je l'ai dit aussi tantôt, il faut avoir un compte Anthropic. Il faut s'abonner, là. C'est un certain montant, là. Dans le fond, là, je pense que c'est 30 par mois canadien. Bref, c'est un montant. Ou on peut utiliser une clé d'API. Là, j'ai marqué institutionnel, mais tu sais, institutionnel dans le sens que peut-être qu'à un moment donné, le Cégep pourrait nous payer une clé d'API et qu'on pourrait faire des tests, mais tu sais, je pense pas qu'on ait ça, là, mais c'est pour dire qu'on pourrait avoir une clé API de manière générale. Puis finalement, ben, la documentation officielle est à code.cloud.com. Là, c'est tout est écrit pour expliquer c'est quoi Cloud Code. Bon, dans cette deuxième partie-là, je voulais vous jaser du contexte et du potentiel pédagogique d'utiliser cet outil-là. Ben, c'est une des raisons principales pourquoi je vous en parle dans le cadre de mon PAP, parce que sinon, ben, je vous dirais juste hey, j'ai trippé pendant 2 fins de semaine à utiliser Cloud Code. Puis je vous en parlerai pas plus. Ben, je suis tombé pas mal intensif là-dedans, puis j'ai vraiment trippé. Là, j'aime beaucoup, beaucoup cette techno-là, puis il y a beaucoup de potentiel en arrière. Mais là, mon questionnement, c'est au niveau pédagogique, est-ce qu'il peut y avoir des avantages à montrer ça aux étudiants? Puis ça va faire partie de notre réflexion là, en département. Est-ce que ça serait quelque chose qu'on pourrait montrer en même temps que de montrer des IDE utilisant l'IA? Je le répète, mon PAP normalement était seulement axé sur les IDE, sauf que Cloud Code est tellement comme on pourrait dire mainstream puis connu que ça peut être intéressant de faire des parallèles. Au moins de comprendre c'est quoi Cloud Code en terminale. Fait que là, on embarque là-dedans. Fait que les apports du terminal en classe, qu'est-ce que ça peut avoir comme avantage? Ben, ça démystifie le terminal hein, pour les étudiants qui seraient intimidés. C'est sûr que les premières fois que je rouvre Bash avec des étudiants système d'exploitation, ils cherchent un peu. Ben, on pourrait faire carrément des démonstrations interactives, puis peut-être même des petits tutoriels faits par Claude directement en format Markdown, puis il y a un potentiel d'exercice vraiment intéressant.
Ça renforce l'aisance avec NPM, Git, Docker, parce que là, il faut utiliser ces commandes-là. Puis on s'entend que oui, on peut utiliser Docker Desktop, on peut utiliser, il y a un Git pour Windows aussi, là, mais de connaître les commandes, c'est une très bonne chose. Puis les étudiants que j'ai vus qui utilisaient beaucoup les commandes, je les trouve beaucoup plus débrouillards et beaucoup plus proactifs dans leur travail. Ça, c'est mon observation personnelle. L'apprentissage concret des variables d'environnement. Là, c'est en sachant où est-ce qu'ils sont, on comprend à quoi ça sert, comment on a créé. Le fait que si on écrit Python, puis ça exécute du script Python, mais c'est à cause des variables d'environnement, c'est que ça, on peut l'expliquer aux étudiants. Moi, j'ai à expliquer des variables d'environnement, système d'exploitation, puis c'est dur pour eux autres de comprendre l'intérêt. L'interface épurée favorise la concentration. Je l'ai dit tantôt, c'est qu'il y a des étudiants qui. On n'a pas tous des étudiants TDAH, là, mais les étudiants qui ont difficulté à se concentrer, qui passent à 1000 affaires, puis bon, ben, d'avoir juste une interface de ligne de commande, une instruction à la fois, comprendre ce qui se passe, ça peut être intéressant. Ça ralentit la réflexion. Ça permet aussi de développer la rigueur et l'autonomie parce que faut essayer de faire les commandes, il faut s'assurer que tout est correct, qu'il y a comme un degré de précaution à prendre. Donc, ça peut développer ce savoir-être-là aussi. Ben, ces deux savoir-être-là. Puis finalement, ben, c'est un tremplin naturel vers les outils professionnels. Quand on arrive sur un serveur puis on a à rouler des commandes, ben, si on s'est habitué dans un terminal, qu'on connaît un petit peu comment ça fonctionne, ben, ça va mieux. C'est ça, définitivement, que moi, je dis tout le temps aux étudiants, si vous ne touchez pas un terminal dans votre carrière, là, c'est impossible. C'est quelque chose à apprendre. Bon. Pour ce qui est de l'extension de VS Code, fort probablement que vous connaissez un petit peu les apports, là, parce que vous avez sûrement déjà utilisé des extensions dans VS Code ou dans Cursor. Là. Bon. L'intégration transparente dès le premier cours, ça veut dire qu'on. C'est sûr qu'il y a des étudiants qui ne connaissent pas VS Code, mais mettons un étudiant qui connaît VS Code parce qu'il est en programmation dynamique. Ben, on dit installe l'extension Cloud puis go. C'est pas plus compliqué que ça. Les diffs sont visuels, c'est que là, dans le fond, on voit vraiment ce qui a été supprimé et ce qui a été ajouté. Supprimé en rouge, ajouté en vert. C'est même possible de revenir en arrière, de questionner ce qui a été modifié. Bref, on voit en temps réel les changements. Ça, c'est cool. Ça permet de réfléchir aussi sur ce qui a été modifié. Le commercial mention, partager le contexte du projet entier, ben ça c'est du user-friendly pour l'étudiant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le dossier puis de l'ouvrir. Bref, il y a juste besoin de le mentionner et voilà, ça marche. Les multi-conversations, ça va aussi avec l'effet négatif là, ben, l'étudiant pourrait travailler sur 2-3 choses en même temps puis pas ralentir son flux de travail. C'est un peu ça qu'on veut. Là, on va améliorer la productivité. Ben, dans VS Code, c'est définitivement un gain de productivité à cet endroit-là. Le mode plan, raisonnement avant l'exécution. Ça, j'ai lu quelque chose dernièrement là, que j'ai trouvé intéressant. Je fais une petite bulle par rapport à ça, là, mais on n'est pas obligé de juste utiliser l'intelligence artificielle en mode action. Hein? On peut utiliser l'intelligence en mode réflexion/analyse, puis après ça, en mode développement action. Plus concret, puis après ça, on pourrait faire le déploiement. On pourrait découper ça en étapes de travail. Okay? Donc, l'étape plan peut être vraiment intéressante pour est-ce que tu comprends le plan qui a été généré? Est-ce qu'il a été capable de le modifier? Est-ce qu'il est capable d'être commenté? Est-ce que tu ne fais pas juste OK, on lance le plan et on l'exécute? Et ça peut être un bon exercice de dire, regarde, tu as le plan, puis maintenant, écris-moi ton interprétation du plan. Et là, il faut qu'il dise OK, ben là, le plan va faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis bon. Ou de poser des questions de compréhension. Bref, ça peut être intéressant. Puis, dans le fond, le mode plan, il est aussi très facile à consulter là, dans VS Code. Ensuite, on a du feedback immédiat. On est dans le chat, puis on voit directement ce qui se passe. Si on fait une modification sur le site web, puis qu'on a un NPM Run Dev, ça met à jour automatiquement. C'est qu'on a 2 écrans, on voit les modifications par réel, c'est vraiment cool. Ça, c'est quelque chose là, de développer avec cet outil-là, pour ceux qui sont visuels, très trippant. Donc là, vous me voyez venir avec est-ce qu'on devrait choisir en terminal ou l'extension? Il y a des pour et des contre. C'est que ça dépend vraiment du contexte de ce qu'on veut faire. Bon.
pour le gain de temps et la qualité du code. OK? Bon. Le débogage se fait en minutes plutôt qu'en heures. On a beaucoup d'étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle pour se déboguer. Des fois, là, les bugs sont très durs à trouver. Des fois, c'est pas des bugs à cause de l'étudiant, c'est à cause de l'interface, à cause du logiciel, à cause de l'outil, à cause d'une syntaxe qui est un peu particulière. Bref, avoir un bug, c'est pas nécessairement juste une erreur de programmation. Donc, d'avoir un outil qui permet de débugger, puis quand même de comprendre ce qui s'est passé. Là. Quelqu'un qui ferait juste débugger, puis qui ne regarde pas le bug, puis qui n'essaie pas de le comprendre, ben, ça, c'est pas intéressant. Quelqu'un qui débug en quelques minutes, puis qui dit OK, là, j'ai compris, la prochaine fois, je ne le referai pas. Et sinon, ben, c'est un bug qu'il fait à chaque fois, ben, il va savoir quoi faire. Bref, gain de temps définitivement là. Relecture instantanée et suggestion de bonnes pratiques. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être le fun. C'est qu'au lieu de se questionner, hey, c'était quoi ma norme que j'avais mis en place? C'était quoi mes bonnes pratiques? On se fait un beau fichier Markdown, on met ça dans notre dossier doc, puis on dit à l'intelligence artificielle, respecte ces normes-là, respecte aussi tout ça, et challenge-moi si je fais des erreurs aussi. Bon, ça, c'est tout possible avec ces outils-là. Puis, bon, ça, c'est définitivement intéressant pour ça. Code plus propre, documenté et testé automatiquement. Je vous donne un exemple, là, mettons, de flow de travail qu'on pourrait faire. On fait notre code, il est correct. Après ça, le lint est fait automatiquement par la plupart des IA. Mais VS Code, pas VS Code, mais Claude le fait là, en un. C'est qu'il fait un lint. Il peut faire aussi un ajustement au niveau de la qualité du code, là, puis de l'indentation, puis tout ça, là, ça. On peut faire ça directement aussi. Mais on peut aussi documenter ce qu'on est en train de faire. Donc, on pourrait faire, mettons, une série d'opérations, puis dire après, documente-moi ce que tu viens de faire dans un Markdown pour garder un historique de ce qui a été fait. Puis, on pourrait même aussi, mettons qu'on teste aussi automatiquement, on se fait notre flow là, qui lint, après ça qui documente, après ça qui teste, tous les tests unitaires. OK, tout passe. Ben, on fait un git commit en dev directement. Puis là, il y a un message aussi de commit qui est créé. Donc, tout ça est automatisé. Puis ça reste quand même dans des bonnes pratiques. Bon. Génération de tests unitaires intégrés, ça va avec le tester automatiquement. C'est sûr que de comprendre les tests unitaires, je pense que c'est très, très important, là. Mais d'écrire des tests unitaires, surtout sur le marché du travail, là, à un moment donné, on a autre chose à faire. Donc, générer des tests unitaires, ça peut être vraiment intéressant à partir du code. Puis, ça peut aussi permettre, là, l'inverse aussi, de faire du TDD. Ça peut aussi bien fonctionner avec un IA. Pour ceux qui aiment ça, ben, on commence à faire des tests, après ça, les fonctionnalités viennent après. Ça peut être bien intéressant aussi. Je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas testé ça. Bon, audit de sécurité accessible à tous les niveaux. Ça, vous avez peut-être entendu parler, là, c'est une nouvelle, là. Claude, Anthropic, a développé un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui est tellement poussé au niveau de la compréhension du code, qui trouve des failles de logiciel instantanément. Puis là, il est tellement dangereux qu'Anthropic a décidé de ne pas le lancer immédiatement. Puis il a même fait des audits de sécurité sur plein d'applications connues. Puis il a dit, il y a une faille importante là, puis il a tout averti les compagnies pour les colmater. On peut se dire qu'on commence à avoir des intelligences artificielles qui sont capables d'aller au-delà de ce qu'on pouvait penser qu'une intelligence peut faire. Bon, de base, on pourrait faire aussi des vérifications standards de sécurité, là, puis dire vérifie-moi au minimum les 10 grand failles, là. Puis après ça, ben, on a un petit rapport d'audit. Ça, je l'ai testé, puis c'est vraiment cool. Finalement, ça libère du temps pour les concepts et l'architecture. Ça, c'est comme un petit peu tout le temps le débat. Est-ce que le code, puis la rédaction de code devient encore importante ou maintenant, on se concentre sur les fonctionnalités, sur les concepts, l'architecture, comment on monte l'application, comment on pense aux fonctionnalités, comment on divise le projet, plutôt que de dire hey, regarde, moi, je fais une fonction. Je construis l'architecture de mon projet, je le pense, je le fais,
Et après ça, ben là, j'utilise l'IA là-dedans. Moi, personnellement, je me suis fait un petit gabarit de site à Astro, là, qui est un CMS, qui est plugué avec un CNS et aussi qu'il y a des technologies comme Tailwind, Vue. Bon, c'est que j'ai des fonctionnalités que je développe avec Vue. J'ai de l'affichage qui est fait avec Tailwind. Puis ça est vraiment bien documenté dans mon architecture. C'est que Claude embarque là-dedans, puis il se fait du fun. C'est vraiment cool de le voir aller. Bon, les apprentissages personnels et autonomie qu'on peut avoir avec nos étudiants, c'est que ça, définitivement, c'est des affaires qui peuvent arriver, mais il faut le penser. Il faut l'avoir en tête comme objectif. Donc, c'est un mentorat individualisé, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, j'ai des étudiants qui m'ont dit Hey, j'ai réussi à comprendre telle affaire en utilisant l'IA. Là, je généralise sur l'IA, là, mais quelque chose dans le terminal, comme dans l'extension, peut être très pédagogique, puis expliquer. Généralement, c'est très rare que tu vas faire une modification, puis tu ne vas pas expliquer ce qu'il a fait, puis le résultat. C'est très, très rare. Je veux dire, normalement, là, on comprend ce qu'il a fait, puis après ça, ben, on prend la décision est-ce qu'on y va de l'avant ou on annule la modif. Ensuite, explication adaptée au niveau de chaque étudiant. Ça aussi, ça, c'est sûr que ça prend peut-être un petit peu de formation, là, mais on peut arriver et dire à l'IA, par un fichier Markdown ou peu importe, là, un genre de petit guide de compréhension de ce qu'est un étudiant et son niveau. C'est-à-dire, l'étudiant a eu un cours de programmation web, mais ça fait 1 an. Et il a peut-être oublié certaines choses. Donc, ce n'est pas des experts en HTML de faire des rappels là-dessus. Donc, en faisant ça, ben, ça adapte les explications. Ça, c'est quand même très cool aussi. Puis là, l'étudiant peut adapter puis dire moi, j'ai pas compris telle affaire, c'est ça, peut pousser. Le mode socratique, guide par question, pas par réponse. Ça, c'est. Ben, les deux le font un peu, là, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, il va poser des questions. Puis ça peut être un petit peu la même chose aussi pour l'étudiant. Lui, il pourrait aussi interagir avec l'IA en posant des questions. Il y a comme une intégration qui est de la communication entre deux entités, un humain et une intelligence artificielle, mais il y a ça à développer aussi. Ça, c'est très, très important. Pas du prompt engineering, c'est juste de comprendre comment une IA fonctionne. L'étudiant ose poser les questions difficiles. Là, il va en poser à l'IA. Des fois, les étudiants ont de la misère à nous poser des questions, puis là, je dis difficile, mais tu sais, pour eux, des fois, c'est une question de niaiseuse. Dans la tête, là, des fois, c'est les meilleures questions. Là, je leur dis, là, c'est viens de poser une très bonne question. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la classe qui avait la même question? Puis généralement, oui. Donc, c'est des questions qui, des fois, peuvent peut-être être un peu plus gênantes pour eux autres. Valider les suggestions, développer la pensée critique. Ça, honnêtement, je pense que c'est le nerf de la guerre, OK? C'est ça qu'il va falloir développer avec nos étudiants. C'est cette compétence-là. Développer la pensée critique. Parce qu'on ne veut pas qu'ils deviennent paresseux, mais on ne veut pas non plus qu'ils deviennent, dans le fond, à tout faire manuel. C'est comme une espèce d'équilibre qui va être très dur à réussir à atteindre. Mais je pense qu'il va falloir qu'on vise ça parce que faut qu'ils apprennent, mais il faut qu'ils restent critiques. C'est vraiment notre gros dilemme. Bon. L'IA, c'est un échafaudage cognitif, c'est pas une béquille. Fait que normalement, on devrait utiliser l'IA, mais de connaître quand même le sujet, de connaître ce qu'on veut faire, de connaître la technologie au minimum. Je ne me lancerais pas dans un projet React là, juste avec des l'IA et dire hey, moi je fais du React puis je connais rien en arrière de React. C'est pas ça l'idée, puis c'est pas ça non plus que je voudrais montrer aux étudiants. Donc, c'est sûr que même dans le temps que je développais en web, là, si j'avais plus Internet, oublie ça, je ne peux pas continuer à travailler. Là. Je me servais constamment d'Internet pour des ressources, pour des guides, pour de l'aide, des tutoriels, des trucs comme ça. Ben, c'est un peu ça l'intelligence artificielle aussi. Que là, après ça, ben là, c'est de comprendre qu'il ne faut pas constamment poser des questions à l'IA non plus, mais il faut développer une espèce de forme d'autonomie, mais c'est spécial à l'aide de l'IA. Bon. Maintenant, la motivation et l'apprentissage par projet, moi, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Je pense que les étudiants apprennent le plus, c'est quand ils font les TP. Oui, on aura beau faire des pirouettes de côté en leur montrant des trucs, là, mais ça reste quand ils le font, c'est là qu'ils apprennent. Donc, on arrive avec des outils qui sont utilisés dès le cégep.
Fait que là, c'est pas une surprise, là, Claude Code est utilisé vraiment beaucoup. Donc, c'est des outils qu'ils vont utiliser, c'est des manières de faire qu'ils vont utiliser, puis c'est bon, tu commences déjà à le faire. C'est des projets plus ambitieux dans la même durée. Ça, j'en ai eu quelques collègues qui en ont parlé, puis c'est pour ça que moi, je l'ai dit. C'est sûr qu'à l'aide de l'IA, on est plus productif. C'est qu'on pourrait définitivement demander des projets plus gros ou plus ambitieux techniquement. De dire, hey, ça, normalement, je n'aurais pas demandé ça dans le cadre du cours, mais là, maintenant, à l'aide de l'intelligence artificielle, ben, il y a ça, il y a cette fonctionnalité-là qui est peut-être pas expérimentale, mais qui est peut-être, je ne sais pas, une fonctionnalité qui n'a pas été présentée en classe. Puis dire, regarde, pour le TP, tu as à mettre ça en place, mais tu peux utiliser l'IA pour comprendre. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Des hackathons avec Claude Code comme coéquipier. J'ai aucune idée si ça existe, là. Mais définitivement que ça pourrait peut-être être intéressant. Valoriser la compréhension, pas le résultat brut. J'ai tenté de faire mon TP. Je vais vous faire une analyse de ça là, à la fin de la session, là, parce qu'il va falloir que je regarde et je réfléchisse à tout ça. Là. Mais j'ai tenté de faire un TP1 en app web en valorisant la compréhension, pas le résultat. Et ça n'a pas été un gros succès au niveau de la satisfaction des étudiants. J'ai eu des bons points, il y a eu des moins bons points, il y a eu des débats sur l'utilisation de l'IA dans mon cours. Bref, ça, c'est encore à réfléchir, mais je pense qu'ultimement, nos évaluations vont falloir qu'ils évaluent beaucoup plus la compréhension que le résultat final. Ça, à l'aide de l'IA, pour moi, ça va de soi. Question orale pour vérifier la maîtrise réelle, ça aussi, là, ça a été souvent dit. Ça pourrait être une des méthodes. C'est sûr que c'est un peu stressant pour les étudiants, ça peut être chronophage pour les profs, mais ça peut être une manière de faire aussi. Ensuite, préparer aux pratiques du marché du travail, c'est pas juste d'apprendre les outils, c'est que, arriver sur le marché du travail, il va falloir qu'ils soient responsables de leur code. C'est pas juste de bien comprendre et d'être capable d'utiliser un outil, c'est de dire, regarde, le code que moi je fournis, même en utilisant une IA, je suis responsable. Mon git commit, puis ma revue de code, puis mes merges, je suis conscient de ce qui va se passer, puis je ne ferai pas tout exploser la patente. C'est ça. Bon. Intégration concrète, code d'usage, limite et bonnes pratiques. Bon. Puis des codes d'usage en front-end, il y a la génération de composants UI depuis une maquette. Bon. Ça, personnellement, ce n'est pas une compétence dans le cadre du cours. Donc, moi, je laisse les étudiants de générer leurs composants, générer du CSS puis du HTML là, sous mesure qu'il n'y a pas du JavaScript à l'intérieur. Là. Mais bon, pour ça, pour moi, ça, c'est une compétence de multimédia. Je leur laisse un petit peu carte blanche. Ensuite, le débogage JavaScript, TypeScript, assistant direct, c'est le fun. Déboguer du JavaScript, c'est pas évident. TypeScript, des fois, les erreurs qu'ils donnent sont dures à comprendre. Puis là, l'erreur, c'est tout simplement parce que j'ai pas fait un npm install et que notre module n'est pas là. C'est le genre d'affaire qui arrive. Bon. Vérification de cohérence des fonctionnalités. Que là, on peut s'assurer qu'au travail du site, toutes les fonctionnalités vont de pair ensemble. C'est ça peut être intéressant. Ensuite, refactorisation CSS HTML guidé pas à pas. Quand on fait du vibe coding, là, on génère des composants UI depuis une maquette, bref, quand on fait des modifications, à un moment donné, notre CSS et notre HTML peut devenir un petit peu bordélique. Ben, de prendre le temps de refactoriser le fichier CSS, ça peut être intéressant, puis ça peut être pédagogique aussi, pour qu'ils comprennent. Accessibilité et bonne pratique front-end. Nos étudiants ne sont pas conscientisés à l'accessibilité. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai écrit. Tout ça, là, c'est de mon expérience en front-end, puis des sites web que j'ai fait avec l'IA. L'accessibilité, on en parle un peu, mais c'est plus en multimédia que c'est important. Mais je pense que nos étudiants, il faut qu'ils soient conscientisés à ça. Et de dire, regarde, l'accessibilité, c'est ça. Et maintenant, je veux qu'à l'aide de l'IA, tu le mettes en place. Donc, prends le temps de penser à ça, puis de le mettre en place. Il y a des bonnes pratiques là, pour le front-end aussi. Là. Prends le temps de le mettre en place. Les balises, normalement, les articles servent à un contenu. La balise même pour la zone principale. Bref, il y a des balises à utiliser.
ben ça, l'IA peut aider. Puis je peux même expliquer un petit peu là, les bonnes pratiques. Bon, validation du responsive et des cas limites. L'IA peut maintenant aller naviguer sur le site web puis tester en temps réel les choses, mais les cas limites, des fois, c'est tough à tout tester. Ben, l'IA peut le faire. Fait que ça, définitivement, là, les tests end-to-end, il y a des trucs qui peuvent être maintenant automatisés avec de l'IA. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, cas d'usage en back-end et en full stack. Ça, c'est plus notre domaine en informatique, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Donc, la génération de votre API depuis une spécification, ça peut être intéressant. Surtout que moi, mettons, dans le cadre d'application web, ben, c'est pas mon rôle, c'est le rôle de service web de montrer ça. Donc, je leur dire, regardez, ça, c'est un document JSON, adaptez-le comme vous voulez, vous pouvez utiliser l'IA. Ensuite, audit de sécurité et optimisation du code serveur. J'en parlais tantôt. Et ça va de soi. Écriture de tests unitaires et documentation. J'en ai parlé aussi un petit peu tantôt. Refactorisation du code legacy guidé. Ça peut être intéressant aussi. Ça pourrait être un exercice intéressant, là, de leur donner un vieux projet, un projet qui était mal fait ou un vieux projet, puis de dire, OK, maintenant, refais-le dans telle technologie avec des bonnes pratiques, puis assure-toi que le projet continue de fonctionner. Ça peut être quelque chose d'intéressant, puis de très formateur pour comprendre les erreurs à ne pas commettre là, dans des sites. On en a des stagiaires là, qui touchent à des vieux projets, là, puis qui disent « Ah, mon Dieu, c'est mal fait ça, puis il faut que tu travailles là-dedans. » Ben, ça peut être quelque chose qu'on travaille dès maintenant. Fonctionnalité complète bout en bout, c'est ce que je disais tantôt avec les tests end-to-end, mais on peut le faire aussi dans le back-end, aussi, là, c'est des deux bords. L'analyse d'architecture d'une code base existante, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais Claude, il analyse tout le contenu de notre répertoire. On peut carrément dire, là, tu as tout eu le répertoire, là, fais-moi le README. Parce que tu as compris le concept, tu as compris le contexte du projet, fais-moi le README. Et ce que tu fais est assez étonnamment juste. Il y a des petites affaires à ajuster des fois, là. Ben, généralement, le listing des technologies, comment il va annuler le package.json, il va tout faire pour que le projet fonctionne. Donc, puis l'analyse qu'il va donner aussi va être super précise. Là, je parle du README, mais ça pourrait être une analyse plus poussée. Bon, les limites et précautions, puis ça, je pense qu'il faut que j'en parle. Là. Risque de passivité, si on laisse un peu les étudiants pas d'encadrement, ben, les étudiants peuvent facilement faire OK, 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 puis tout accepter, puis pas comprendre ce qui se passe. Il faut encadrer. Ensuite, les hallucinations sont possibles. C'est pas parce qu'on utilise Cloud Code qui est nécessairement intelligent. Toutes les problématiques d'hallucination existent dans le Cloud Code. Ça, c'est à prendre en considération. Les données envoyées sur les serveurs, il faut comprendre que même si on est dans le terminal, ça, des fois, c'est parce qu'on est dans le terminal, on pense qu'on est dans le local, mais non, les informations sont quand même envoyées à Entreprise. Bon. Les coûts API à planifier selon les quotas, ça, bien évidemment, au niveau de l'enseignement, on peut essayer de trouver peut-être des IDE, des solutions qui sont gratuites pour l'éducation, mais ultimement, c'est pas tout gratuit, c'est pas tous les outils qui sont gratuits. Peut-être que celui qu'on va vouloir montrer ne le sera pas. Bref, il y a un coût à toute interaction avec une IA, puis il faut le passer. Ensuite, inégalité d'accès à gérer en classe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a jasé en classe, là, mais il faut que je revienne avec ça parce que Cloud Code est payant. Donc, si quelqu'un utilise Cloud Code, ben définitivement qu'il y a une inégalité avec celui qui ne pourra pas se le payer. Après ça, est-ce qu'on met ça en place dans un cours, dans un plan de cours en disant tout le monde prend un abonnement à Cloud Code pour les 2 mois du cours? Donc, vous avez un 50, 60 $ à dépenser pour le cours. Puis ça, c'est tout le monde. Ben, ça, c'est une décision à prendre. Bon, le rôle de l'enseignement, transformer, mais non diminuer. C'est que là, dans le fond, notre rôle est peut-être moins de coaching, là, parce que là, l'IA peut le faire, mais nous, notre rôle, ça peut être un petit peu le côté plus humain. Le côté qui est plus fun à faire, là,
aller voir ce que l'étudiant fait, commenter, lui poser des questions sur le fonctionnement. Tu sais, moi, j'ai plus de fun à faire ça que de débugger ou de réexpliquer de la matière que j'ai expliquée, là, tu sais. De dire: «Hey, t'as-tu écouté la vidéo? Ouais, j'ai écouté, mais je comprends pas plus». Bon, l'IA peut aider là-dessus. Je sais que c'est notre rôle aussi de reformuler, là, mais bon. Bon, les bonnes pratiques d'intégration, établir un contrat pédagogique explicite dès le départ. Ça, j'ai un meilleur coup de pas à faire. Je pense que je ne l'ai pas bien fait dans mon cours d'application web, ce qui a créé des désagréments pour les étudiants, puis un petit peu d'incompréhension. Je ne rentre pas dans le détail, je vais vous faire un résumé de ça, là, mais faut vraiment être clair dans nos règles d'utilisation de l'IA. Évaluer la compréhension, pas le résultat produit, ça on en a parlé. Former à demander le pourquoi, pas juste le comment. OK? Fait que, dans le fond, là, de ne pas juste dire fais-moi telle chose, là, dans le fond, d'expliquer une tâche, ça, c'est le comment, de comprendre de pourquoi on fait cette tâche-là, puis de comprendre aussi de pourquoi que l'IA a fait ça. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment important. Utiliser les erreurs de l'IA comme exercice critique, ça peut être quelque chose de fort parce que n'importe qui a utilisé l'IA dans un contexte de projet a vu qu'ils font des gaffes monumentales. Mais ça peut être intéressant de simuler des gaffes et de dire à l'utilisant: regarde, là, c'est ça qui a été causé par l'IA. Ben, soit apprends à le régler ou explique-moi qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'IA pour que ça arrive. Des fois, en comprenant pourquoi que l'IA a fait cette erreur-là, ben, ça nous permet de mieux structurer notre projet, de mieux faire nos requêtes, bref. C'est pas toujours de la faute à l'IA, les hallucinations. Combiner Claude avec les examens oraux et révision de code, ça, on en a parlé. Maintenant, j'ai dépassé le 24 minutes que je voulais faire, mais définitivement, je pense que c'est important de le faire. En conclusion, Claude Code, c'est un allié de l'enseignant, c'est pas un substitut. Ça, moi, je ne pense pas qu'on va se faire remplacer par un IA, en tout cas pas à court terme. Je l'espère pas. Le terminal, c'est de la rigueur, de l'autonomie, maîtrise des outils. Par contre, VS Code, plus confortable, feedback visuel, intégration. Donc, s'il y a de quoi retenir de ces deux éléments-là, là, c'est qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend vraiment du contexte de ce que vous faites. Ensuite, former des développeurs qui collaborent avec l'IA. Qui ne laissent pas l'IA tout faire, mais en même temps qu'ils ne sont pas non plus complètement dépourvus devant l'IA et dire: regarde, je ne peux absolument pas m'en servir. Et un développeur avec l'IA remplacera celui-ci. Ça, vous avez vu un petit peu le commentaire de William, vous l'avez envoyé. Puis moi, je pense aussi que c'est définitivement quelque chose qui va arriver dans le futur. Quelqu'un qui n'aura pas appris à utiliser les outils d'IA, qui n'aura pas une curiosité à apprendre ces outils-là, autant les limites que les bons points, ben, il ne sera peut-être pas engagé. Je pense que c'est ça. Puis là, dans le fond, moi, je faisais cette présentation-là dans le cadre de mon PATP 2025-2026. Bien évidemment, j'ai fait beaucoup d'exploration puis beaucoup d'expérimentation pour faire ça. Hein. J'ai beaucoup expérimenté Claude. J'ai passé 2 week-ends au complet à m'en servir. Je peux vous dire que je connais la patente. C'est vraiment trippant. Mais l'objectif de mon PATP, c'est bien évidemment de vous partager tout ça. Donc, si ça vous a intéressé, dites-le moi. Sinon, vous avez tous les documents pour consulter, là, pour voir un petit peu ce qui est arrivé. Je vous l'ai dit au début de la présentation, mais je le redis. Essayez Claude Code, essayez-le dans le terminal, c'est vraiment trippant. C'est une belle technologie, puis je vois tellement de potentiel au niveau pédagogique avec nos étudiants. Ça, c'est vraiment motivant pour ça. Et que sur ça, merci de m'avoir écouté, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.